Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, à savoir la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Il fait la fort. Aujourd'hui, nous recevons comme à l'accoutumée deux jeunes compétents, engagés qui se font marquer au niveau de l'espace national. Et sans plus tarder, nous allons leur donner la parole pour qu'ils se présentent à vous, nos chers abonnés. Monsieur Yorodia, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, docteur. Merci à tous ceux qui sont au sein de l'entreprise d'appui et de conseil. Merci pour l'invitation. Merci pour l'opportunité offerte. Merci. Merci. Monsieur Salim, quel message avez-vous à lancer au début de cette édition à l'endroit de nos chers abonnés? Merci beaucoup, docteur. C'est d'abord des messages de salutation, un bonsoir à l'endroit de tous ceux qui nous regardent actuellement et à l'endroit de tous ceux qui sont abonnés sur la page, qu'ils commentent, qu'ils likent et qui soient toujours au rendez-vous. Merci à Sympavision et à tous les salariés de Sympavision. Merci beaucoup. Merci. Un concept innovant de révolution. Vous allez vous poser la question, c'est quoi? Ça ne fait que brûler la langue des acteurs qui représentent valablement la France. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau concept, la fédération Mali, Guinée et Burkina. Quel enjeu derrière? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelles raisons? Et quel enjeu géopolitique et géostratégique? À travers ces jeunes, vous allez comprendre réellement ce qui se passe et ce qui motive ces différents ministres des Affaires étrangères à se retrouver au niveau du Burkina Faso pour parler de l'union de ces trois pays en période transitoire. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première question auprès de notre premier invité qui est Yorodia. Monsieur Yorodia, la question que je m'en vais vous poser tout de suite, concrètement, quelle motivation se trouve derrière cette rencontre qui ne fait que brûler la langue des sous-préfets et des préfets français au niveau de l'espace CEDEAO? Merci, docteur, pour la question. Avant de rentrer dans la réponse de cette question, j'aimerais dire à nos chers abonnés de Sympavision sur la page Facebook et sur la page de YouTube de continuer à commenter, à aimer et à partager ce que nous faisons ici. Pour la question, quel est le motif de la fédération? Je voulais dire d'abord, avant tout, que cette fédération dont le président burkinabé a annoncé là-dessus, je pense que c'était une rencontre de ces trois pays qui a eu lieu le 9 février 2023, la semaine passée, au Burkina Faso, d'où nous avons vu que les décisions, c'est-à-dire les conclusions de cette rencontre entre les trois diplomates de ces trois pays, à savoir le Mali, la Guinée et le Burkina, ont fait un communiqué final. Et dans ce communiqué, ils ont parlé de beaucoup de décisions qu'ils ont prises. D'abord, ils vont respecter les objectifs de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais qu'ils ont d'autres objectifs que ces trois pays veulent travailler sur d'autres objectifs qui ne sont pas seulement les objectifs de la CEDEAO et de l'Union africaine. Comme nous le savons tous ces trois pays ont été victimes au cours de l'année 2022-2023 des sanctions de la CEDEAO ou des menaces quand même de cette CEDEAO. Donc je pense que le motif peut être quand même ces sanctions qui ont été infligées dans certains pays parmi ces trois et les menaces aussi de ces pays, c'est ce qui motive ces pays aujourd'hui à aller vers une fédération des trois pays. Maintenant, Salim, concrètement, suite à cette explication très claire comme l'eau de roche, est-ce que nous pouvons dire que la mise en place de ces États fédéraux
est-elle due concrètement pour défier voilà, les dirigeants de l'espace CEDEAO? D'accord. Merci beaucoup pour la question, docteur. Moi, je pense que c'est d'abord stratégique. Mais avant de rentrer un peu dans les détails, je voudrais souligner un point. C'est que c'est d'abord un projet. C'est pas une réalité, c'est un projet. C'est-à-dire que nous tendons vers ces fédéralismes-là. Ces fédéralismes entre les Mali, les Burkina Faso et la Guinée. Mais qu'on ne se dise pas que c'est déjà un fait, c'est pas une réalité. Nous pouvons, c'est même une probabilité. Parce que jusqu'à présent, il y a des doutes. Et il y a des choses qui se passent qui ne confirment pas effectivement la concrétisation de ce projet. Donc c'est pour Tel dire que tout simplement, bon, on ne va pas trop rentrer dans ces détails parce que les informations ne sont pas aussi sûres que ça. Mais quand même, moi je pense que c'est d'abord stratégique. Et ces trois pays-là ont quelque chose en commun. D'abord, le Mali a été sanctionné parce qu'ici, il y a eu un coup d'État. Donc, selon les textes de la CEDEAO, à partir du moment où vous avez un pays sort des règles démocratiques, vous êtes automatiquement sanctionné ou bien vous êtes exclu de la CEDEAO, suspendu de la CEDEAO pour l'instant. Et idem pour le Burkina Faso, idem pour la Guinée. Ça, c'est le premier point commun. C'est des pays qui sont sous sanction. C'est ce qu'il fallait d'abord retenir. Deuxième point, c'est que c'est des pays qui ont une économie développée, un peu développée. C'est-à-dire, le Mali a une économie aujourd'hui basée sur le coton, sur l'or, sur le bétail. Le Burkina Faso aussi est un grand producteur de coton, d'or et de bétail. Donc, vous voyez que ces pays-là ont des points communs. Maintenant, si ces pays-là ont les mêmes défis et ont les mêmes points communs, si aujourd'hui ces pays-là se trouvent dans les mêmes, sous des sanctions, il est tout à fait normal que ces pays-là essayent d'agir pour amener des stratégies afin de sortir de ces suspensions-là. Moi, je pense que c'est stratégique. Parce que le problème, c'est quoi? Lors du communiqué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé une levée des sanctions de la CEDEAO. Donc, l'objectif est là. Maintenant, on veut pousser en fait la CEDEAO vers deux options. Soit la CEDEAO accepte de lever la sanction. Dans ce cas, il y a une première hypothèse. Si la CEDEAO lève la sanction, ou bien suspend, ou bien lève les sanctions, automatiquement la CEDEAO sera hors ces mêmes principes. Parce que c'est les textes même de la CEDEAO qui disent que les dirigeants anticonstitutionnels, c'est-à-dire ceux qui sont venus au pouvoir par le putsch, ne peuvent pas du tout être légitimes et légaux au sein de la CEDEAO. Donc, il y a ce point-là. Donc, on veut en fait obliger la CEDEAO à lever ces sanctions-là sur ces trois pays, stratégiquement. Maintenant, dans les cas échéants, si la CEDEAO ne veut pas ou bien refuse de revenir sur ces mots, sur ces principes, sur ces lois, on va dire, ouais, la CEDEAO a refusé de lever les sanctions. Par conséquent, la CEDEAO nous a rejetés. Donc, ça nous donne la voie libre pour créer notre fédération, la fédération Mali, Guinée et Burkina Faso. Donc, on est en train d'obliger la CEDEAO à faire un choix, soit à nous maintenir, soit à nous laisser partir et créer notre union comme il le faut, une union des peuples. Maintenant, Yorodia, est-ce que concrètement, cette demande de forte tension venant de ces trois ministres des Affaires étrangères ces demandes plutôt peuvent réellement aboutir auprès de ces responsables? Oui, merci pour la question, c'est très important, mais je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Ce que nous devons retenir sur ces trois pays, il faut savoir que d'abord la CEDEAO et l'Union africaine ont poussé ces pays à aller vers un projet de fédération. Parce que quand nous regardons les textes de la CEDEAO et les textes de l'Union africaine, je prends le cas de l'Union africaine. Quand l'Union africaine a suspendu le Mali, le Burkina et la Guinée. Mais pourtant, le Tchad étant un pays aussi où c'est des militaires qui sont au pouvoir. Et ils sont venus de façon quand même anticonstitutionnelle, mais ils ne sont pas sanctionnés par l'Union africaine. Donc je pense que c'est ces organisations, ces organisations même qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas là à respecter les textes qu'ils ont en leur main. Et puis les sanctions de la CEDEAO, je n'ai pas vu, moi, à ma connaissance, peut-être Salim peut me dire, je n'ai pas vu parmi les textes de la CEDEAO où est-ce qu'on doit sanctionner un pays dont l'économie est très faible comme le Mali. Je n'ai pas vu parmi les textes de la CEDEAO. Donc je pense que ce sont des choses sur lesquelles on doit dire à ces dirigeants de ces organisations que c'est eux-mêmes, c'est eux qui ont d'abord
c'est eux qui ont d'abord violé les textes de ces organisations pour pousser ces pays à aller vers un projet de fédération. Donc je pense que ces projets de fédération peuvent faire de telle sorte que ces sanctions de l'Union africaine, de la CEDEAO qui ont suspendu ces pays pendant quelque temps, de lever ces sanctions. Parce que vous avez vu un représentant de la CEDEAO dire qu'ils ne vont pas accepter un projet de fédération entre ces trois pays. Donc je pense que déjà c'est une menace pour la CEDEAO, pour l'Union africaine, qu'il y a des pays qui veulent se retirer du. Même si c'est un projet qui est en cours, je pense que ça va les faire peur et je pense que ça va permettre à ces pays d'avoir leur place dans ces organisations. Merci. Salim, à travers ces explications, nous venons de voir qu'il y a injustice quelque part pour la simple raison qu'il y a une nation qui a brûlé, c'est-à-dire les règles et n'a pas respecté l'orthodoxie des choses et qui ne se retrouve pas sous sanction. Comment pouvez-vous expliquer cette injustice de la part de la CEDEAO, le cas du fils d'Idriss Déby? En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. C'est que la CEDEAO n'a pas été juste à ce niveau. Parce qu'à partir du moment où les textes disent que, à partir du moment où les textes de la CEDEAO condamnent le putsch, si un État se permet d'adopter, de faire le putsch, je pense que on doit vraiment essayer de sanctionner les mêmes États au même titre que les autres. Donc ça veut dire qu'en gros, les textes de la CEDEAO, ou bien au sein de la CEDEAO, c'est deux poids, deux mesures. Donc on n'est pas juste. Et c'est pour cela que moi, quand j'ai écouté l'ancien président Burkina de la Guinée-Bissau, non, c'est pas Blaise Compaoré, Alpha Condé. C'est ce qu'il dit aujourd'hui, la CEDEAO doit être en mesure de scinder les problèmes politiques des problèmes économiques. À partir du moment où seulement il y a un putsch, automatiquement vous sanctionnez tout un peuple. Alors que c'est les populations qui vont vraiment souffrir de cette situation. Donc ça, c'est pas du tout normal. Même si les textes de la CEDEAO le disent, il faut que les dirigeants de la CEDEAO essaient de revoir ces points parce que c'est pas efficace à mon avis. Parce que malgré ces textes-là, malgré ces sanctions, les coups d'État se multiplient et ces sanctions ne sont pas tellement efficaces que ça. Maintenant, et puis bizarrement, le cas de Tchad est pire que le cas du Mali, pire que le cas de la Guinée, pire que le cas du Burkina Faso, parce qu'on a assassiné le président de la République. Et là, on voit que voilà, le chef suprême des préfets, des sous-préfets de la France se déplace en bonne et due forme. Moi, je pense que ça, c'est même un corollaire d'un argument que les anti-français avancent. Parce qu'aujourd'hui, à travers cet argument, le fait que la CEDEAO n'a pas sanctionné cet État-là, je pense que cela prouve clairement que la CEDEAO est instrumentalisée en fait. Parce que c'est la France qui pilote en fait la CEDEAO parce que c'est elle qui finance majoritairement la CEDEAO. Donc si le fils de Blaise Compaoré, d'Idriss Déby, voilà, arrive à un compromis avec la France, je pense que la CEDEAO ne peut pas agir parce qu'elle est sous les ordres de la France. Donc on doit vraiment sortir de ça. Et c'est là où je vous rejoins Europe parce que vous avez dit que c'est la CEDEAO et l'Union africaine qui ont poussé ces pays-là vers ce fédéralisme-là. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce que moi je ne comprends pas, le comportement de ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Quand vous dites que vous n'êtes pas contre les objectifs ni les principes de la CEDEAO, c'est-à-dire que vous allez respecter les principes de la CEDEAO, en même temps vous dites que vous allez répondre aux aspirations de vos peuples. Moi je pense que ces deux-là ne riment pas ensemble. Parce que la CEDEAO c'est une communauté sous-régionale. C'est un processus qui est là et on veut vraiment tendre vers l'intégration. Et lorsqu'on essaie de regarder les recommandations lors de la rencontre, les recommandations que nous avons eues lors de la rencontre de ces trois diplomates de ces trois pays, moi je pense que les points qui ont été cités et les différents axes stratégiques prioritaires qui ont été cités, sur lesquels ces partenariats, ces fédéralismes sera axé, moi je pense que c'est dans le même cadre que les objectifs de la CEDEAO. Donc si à trois vous avez ces mêmes objectifs-là, et qu'au même moment la CEDEAO a ces mêmes objectifs-là, moi je pense qu'il y a contradiction à ce moment. On ne peut pas être... Maintenant, le premier axe, ça c'est basé sur la sécurité. Est-ce que la CEDEAO arrive concrètement à jouer son rôle pour anéantir cette insécurité qui règne au niveau de ces pays membres du G5 Sahel? C'est clair.
que la CEDEAO, sur le plan sécuritaire, n'est pas efficace. Donc, on avait par exemple le G5 Sahel qui n'était pas du tout efficace. Et beaucoup de pays se sont retirés voilà, de ces fédéralismes sur le plan militaire. Mais la CEDEAO, il faut savoir que la CEDEAO aussi est limitée sur le plan financier. C'est ce qu'il faut comprendre. La majeure partie des pays qui font partie de la CEDEAO ne payaient pas leurs cotisations, n'étaient pas à jour en termes de cotisations. Donc pour qu'une communauté, pour qu'une union puisse vraiment avoir de la puissance et être efficace, il faut vraiment qu'elle ait du financement. Et ces financements-là, c'est sur fonds propres. Mais si les pays qui sont les pays membres de cette organisation n'arrivent pas à payer leurs cotisations, moi je pense que cette communauté sera dépendante de l'extérieur des personnes qui vont la financer. Ça, c'est un problème qu'il faut aussi essayer de voir. Ça, c'est très important. Maintenant, Yorodia, est-ce que cette idée de fédéralisme au niveau de ces trois pays explique la remise en cause de la crédibilité des autorités de la CEDEAO en question? Merci, docteur, pour la question. Mais avant de répondre encore sur ce qu'elle a dit, vous savez, ils ont dit qu'ils vont respecter les objectifs de la CEDEAO et tout ce que la CEDEAO a dit, mais qu'ils vont répondre aux aspirations des peuples. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les organisations comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, vous allez constater que ce sont des organisations qui soutiennent très généralement des régimes démocratiques. Donc, je pense qu'il y a ce côté qui est là. C'est-à-dire, et ils veulent vraiment répondre aux aspirations des peuples. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et puis, ils ont parlé sur la question sécuritaire, comme docteur l'a bien dit. Ils ont parlé sur la question sécuritaire, où aujourd'hui, nous constatons que la CEDEAO ainsi que l'Union africaine, les moyens les manquent. Et puis, ils ne se basent pas trop sur la sécurité de ces pays. Et tout le temps, ils s'occupent de la politique de ces pays. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que ces pays-là se retrouvent aujourd'hui pour discuter d'un projet de fédération. Mais je pense qu'ils ont cherché à respecter les conditions, c'est-à-dire les objectifs de la CEDEAO, c'est pour permettre à ce que CEDEAO revienne sur cette décision. C'est-à-dire le fait de les suspendre aujourd'hui, c'est aussi un problème qu'il faut reconnaître. Donc je pense que ces pays-là veulent pousser encore une fois de plus la CEDEAO à revenir sur cette décision pour qu'ils puissent travailler ensemble. Moi je pense que cela n'est pas du tout possible. Oui. Parce que le problème c'est quoi? Si la CEDEAO renonce, la CEDEAO lève ses sanctions, je pense que la CEDEAO n'aura plus de principe. Une organisation sous-régionale est taxée sur des lois, attendez, en réalité, la CEDEAO ne respecte pas ses principes. Oui, du moment où le fils d'Idriss Déby est venu au pouvoir après l'assassinat de son papa, et pire encore, c'est-à-dire depuis l'assassinat jusqu'à la date d'aujourd'hui, le président, il est le chef suprême des armées. Il commande tout. Son papa a été assassiné. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'enquête. Comment allez-vous... Le problème, c'est quoi? Vous parlez d'assassinat. Moi, je ne parle pas d'assassinat. Mais c'est le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi, Salim? Le problème, c'est quoi? À partir du moment où l'Union africaine, dans ses textes, lorsqu'il y a l'anticonstitution, c'est-à-dire lorsque vous brûlez la constitution, vous violez la constitution, l'Union africaine doit sanctionner ces pays. Et le Tchad fait partie de l'Union africaine et le Tchad n'a pas été sanctionné. Est-ce que l'assassinat de son père, maintenant, est-ce que c'est lui qui devrait venir au pouvoir? Ce n'est pas le cas. Ce n'était pas lui. C'était le président de l'Assemblée. Non, mais on a dit c'est lui qui doit venir. Et c'est lui qui est là. Et il doit se présenter aussi pour les futures élections. Et c'est ce que nous empêche aujourd'hui. C'est ce qu'on empêche au Mali, au Burkina, en Guinée, que les présidents, ceux qui sont au pouvoir, ne doivent pas se présenter aux élections. C'est ce que la CEDEAO dit, c'est ce que l'Union africaine dit. Maintenant, il y a des fois des mesures. Parce que vous ne pouvez pas nous dire de ne pas se présenter que c'est des poutistes, alors que de l'autre côté, vous soutenez ça. Et nous avons même vu le déplacement du président français vers le Tchad. Donc, je pense que c'est des organisations, ils ont violé leurs textes, leurs principes. Et il faut reconnaître ça aujourd'hui. Et c'est ce qui pousse ces trois pays aussi à aller à l'encontre de ce qu'ils disent. Maintenant, Salim, cette fédération entre les trois nations, quel enjeu
pouvons-nous tirer concrètement du point de vue économique? Bon, je pense que ça fait d'abord référence aux recommandations, aux axes stratégiques qu'ils ont cités et sur lesquels seront vraiment basés, sera basé ce fédéralisme-là. Et je pense que on a d'abord parlé du développement du commerce. Donc c'est dans ces projets de fédéralisme, on va essayer de mettre en place des stratégies, des initiatives pour que sur le plan commercial, ces trois pays-là puissent vraiment progresser. D'abord, sur le plan des transports, parce que qui dit développement du commerce dit aussi développement des moyens de transport. Il faut que entre ces trois pays-là, le commerce soit facile et ce commerce-là sera forcément facilité grâce aux moyens de transport. Peut-être la construction des voies ferrées et autres là pour faciliter ce commerce-là. Je pense que ces deux volets sont liés. Ensuite, on a parlé du développement rural. Développement rural, ça fait d'abord référence généralement au secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, ainsi de suite. Et nous savons que l'économie, le Mali aujourd'hui est la troisième puissance économique de la CEDEAO. Le Burkina, quatrième puissance économique de la CEDEAO. Et chacun de ces deux pays a une économie basée sur, est grand producteur, on va dire comme ça, de coton, d'or et de bétail. Donc ces deux pays-là ont ces points communs. Donc si, avec ce projet de fédéralisme, si ils arrivent à concrétiser ces projets, je pense que sur le plan économique, ils vont vraiment peser et ça va même donner lié, si on peut dire de façon optimiste, donner lié à une puissance économique au sein de la sous-région. Maintenant, voilà, qu'est-ce que Oui, vous pouvez ajouter à ce oui, qu'il tout avance? à fait. Sur le plan économique, ils ont parlé de beaucoup de choses comme le développement Rural. rural, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce, et puis l'approvisionnement aussi des produits de première nécessité, aussi l'exploitation minière et pétrole, parce que comme vous le savez, dans nos pays aujourd'hui, on a besoin vraiment de l'exploitation de ces ressources naturelles pour permettre à notre économie de se hisser parmi les économies des pays développés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit, mais je pense que ce projet est en cours, mais avec aussi la décision que nous avons vue au niveau de la Guinée, nous doutons quand même la fédération de ces trois pays. Parce que à partir du moment où ils parlent d'une fédération, et au même moment, la Guinée parle de l'organisation d'élections et où ils ont besoin même des représentants de la CEDEAO et de l'Union africaine pour dans leur structure d'organisation des élections. Je pense que c'est déjà c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop, parce qu'à partir du moment où les gens pensent que, parce que beaucoup de gens ont parlé sur cette fédération et beaucoup pensent que le Mali va sortir de la CEDEAO et ainsi que Burkina et Guinée. Donc au même moment, on voit qu'en Guinée, ils ont pris un décret sur lequel ils ont parlé sur l'organisation des élections et qu'ils ont besoin des représentants de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc je pense que c'est un projet qui est en cours. Ça peut aboutir, ça peut ne pas aboutir aussi. Il faut le reconnaître. Maintenant, est-ce que réellement ce que les gens en parlent par rapport à la désolidarisation de la Guinée, par rapport à la mise en place de ces États fédéraux, est-ce que cette information est-elle fondée? Vous avez dit Euh, ça d'une source fiable? et nous savons quand même qu'au lendemain de la rencontre entre les trois premiers ministres, le président de la transition guinéenne a publié un décret disant à la CEDEAO, il a même parlé d'un chronogramme. Oui. Voilà, il a donné un chronogramme. Et dans ce chronogramme, il demande à la CEDEAO et à l'Union africaine de participer à l'évaluation de ce chronogramme-là. Donc, ça veut dire que la Guinée, à mon avis, n'a jamais été dans la logique du fédéralisme, en fait. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a aussi des grèves qui se préparent. Donc, ils sont vraiment sous pression. Donc, et nos présidents, les Assimi Goïta et autres là, bénéficient d'une certaine légitimité du peuple. Mais est-ce qu'en Guinée, c'est la même réalité? Donc, c'est ce qui me fait douter un peu du président Mamadou Doumbia dans ces volets-là. C'est très important. Pendant que nous préparons ce fédéralisme-là, si au même moment, vous parlez d'élections, vous invitez la CEDEAO et l'Union africaine à venir vous épauler sur ce coup, je pense que nous n'avons pas les mêmes objectifs, en fait. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ces projets. Je pense que c'était juste stratégique, c'est pour faire plier la CEDEAO et ça va être très compliqué, mais peut-être que la CEDEAO va plier.
Ok, maintenant, Yorodia, cette mise en place de la fédération entre les trois pays, probablement, est-ce que, voilà, la mise en place de ce concept, de cette idée pour défendre l'intérêt géopolitique et stratégique de ces trois nations n'est-elle pas provoquée de façon indirecte par une main invisible d'une grande puissance peut-être que je nommerais la Russie de Poutine. Oui, bon, on peut le penser parce qu'à partir du moment où ces deux pays tels que le Mali et le Burkina ont quand même en déphasage avec la France et qui sont vers la Russie aujourd'hui, on peut quand même penser. Mais moi, je pense que la Russie n'a pas beaucoup d'influence dans ça. Je pense que ce sont ces trois pays qui sont victimes aujourd'hui des sanctions, des menaces de ces organisations. Ils veulent aller vers une fédération. Moi, c'est ce que je pense. Je pense pas trop si la Russie a une influence sur cette question de fédération. Salim, Oui. voilà, qu'est-ce que vous avez à apporter par rapport à cette question aussi? Peut-être la mise en place de ces États fédéraux n'est-elle pas due vraiment voilà, à une quelconque manipulation d'une grande puissance peut-être? Moi, je dirais oui. La Russie est bel et bien derrière ces coups-là, à mon avis. Parce que, pour ceux qui se rappellent un peu, au mois de décembre, le premier ministre burkinabé a effectué une visite en Russie. Et c'est après la visite de Sergei Lavrov au Mali que ce projet-là a commencé. Donc, on ne peut pas scinder la Russie de ces coups-là. Je pense que la Russie est peut-être la main invisible qui pousse ces projets et parce que c'est un bon projet. Et ces pays-là sont dans une certaine situation qu'on peut même qualifier de catastrophique. Donc, si vous aidez les gens sur le plan militaire, il faut aussi les aider sur d'autres plans. Si ces pays-là souffrent sur le plan économique, la Russie est tout à fait dans son droit d'apporter des stratégies à ces pays-là pour que ces pays-là puissent sortir de ces mêmes situations. Donc moi, je ne peux pas exclure Poutine de ces coups parce que la Russie aussi veut dominer le continent africain en ce moment. La Russie veut remplacer la France et il faut que la Russie amène ses stratégies sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur tous les plans. Et je pense que la Russie est derrière ce coup. Et je pense que ça doit être clair pour tout le monde. Ok, vos derniers mots à l'endroit de nos chers Euh, abonnés. voilà, donc moi je pense que ça c'est une initiative, c'est un bon projet, mais qui peut ne pas avoir lieu. C'est juste pour moi une stratégie de demander aux autres pays de la CEDEAO que nous sommes des pays frères, que nous pouvons travailler ensemble, que nous pouvons laisser certains articles de nos textes rabâchés et qu'on doit répartir sur de nouvelles bases. On a besoin aujourd'hui d'une CEDEAO des peuples, d'une CEDEAO qui pense, oui, d'une CEDEAO qui agit pour le peuple et non d'une CEDEAO instrumentalisée par la France. Et si la CEDEAO ne comprend pas ces messages-là, nous serons obligés de tendre vers ce fédéralisme-là, vers le fédéralisme des peuples, vers le fédéralisme des vrais Africains qui défendront les intérêts de l'Afrique pour qu'on puisse sortir de cette situation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Salim Koulibaly. Monsieur Rodia, vos derniers mots à l'endroit de nos chers abonnés. Oui, merci. Comme on l'a si bien dit, se mettre ensemble euh, est un progrès. Je pense que rester ensemble aussi est une réussite. Donc, je pense que ces trois pays, on peut tout le temps revoir, même si ajouter d'autres pays, je pense que c'est très important de se mettre ensemble pour travailler. Parce que ces organisations telles que la CEDEAO et l'Union africaine ont failli quand même aujourd'hui et ils n'ont pas répondu vraiment aux aspirations de ces peuples africains. Donc je pense que c'est tout à fait normal, mais c'est un projet qui est en cours. Nous prions, si c'est bon pour les peuples, que ces projets-là aboutissent pour que nos pays puissent connaître un développement durable. Ok, merci Monsieur Rodia d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Sympa Vision. Merci. Sans plus tarder, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube, nous vous demandons de faire le maximum de partage
possible de commentaires et de likes pour que les Maliens qui sont au niveau de l'espace national qu'international s'imprègnent des réalités auxquelles ces trois pays en période transitoire qui pensent à mettre en place une vision fédérale puisse être divulguée de façon la plus efficace possible. Nous vous remercions par rapport à votre attention et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. À plus.